Le 20h sur EDN Télévision, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Au sommaire de cette édition, de retour d'une tournée en Espagne, les super anges Rwandonamboua étaient face à la presse ce jour. Et puis le ministre d'État Abdoulaye Biotchane et son collègue de l'énergie Jean-Claude Donna-Oussou ont procédé ce jour à la mise en service officielle de la centrale de Maria Gleta 2 d'une puissance de plus de 120 MW. En interactualité, le président de la République italienne Sergio Mattarella a chargé ce jour Giuseppe Conte de former l'attelage de la nouvelle équipe gouvernementale. Toujours en interactualité, le journaliste de RIA Novosti, Kirill Vyshensky, a été mis sous liberté conditionnée par la justice ukrainienne. Bien évidemment, et ce sera tout pour les titres. Bienvenue dans ce journal sur EDN Télévision. Si vous venez de nous rejoindre, je vous le disais en titre, le ministre d'État Abdoulaye Biotchane et son collègue de l'énergie Jean-Claude Donna-Oussou ont procédé ce jour à la mise en service officielle de la centrale de Maria Gleta 2 d'une puissance de plus de 120 MW. La cérémonie s'est déroulée en présence des représentants de la Banque islamique de développement, de la BOAD et de la Banque de développement de la CEDEAO. Je vous propose à présent d'écouter le ministre de l'Énergie, Jean-Claude Donna-Oussou. Cette infrastructure majeure pour notre pays, qui est une réussite en matière technologique, mais également une aventure humaine, comme l'ont rappelé mes précédents locuteurs. Je peux être fier, et vous avec moi, que les exigences que j'ai toujours affichées chaque fois que je suis arrivé sur ce site, à travers les instructions du chef de l'État, ont été respectées à la lettre. Et je rappelle au passage que ces exigences étaient au nombre de 3. Premièrement, c'était le respect des délais. Et je peux vous dire que pour une première fois, une infrastructure, un projet d'envergure de ce type a été commencé à l'heure et a fini avant l'heure. Deuxième exigence que j'ai affichée, c'était la qualité d'exécution. Et quelqu'un l'a rappelé tantôt, j'étais ici quasiment tous les 2 mois pour me rendre compte moi-même visuellement que les choses avançaient conformément aux obligations. Cette qualité aujourd'hui est au rendez-vous puisque les tests de ces moteurs se sont révélés plus que concluants. Avec des valeurs techniques, des valeurs qui affichent les performances techniques qui sont plus qu'au rendez-vous. Puisque, en termes de préoccupation environnementale, je peux vous dire que cette centrale répond à des normes, je dirais internationales, pointues et de manière extraordinaire. Ce qui nous importe le plus, c'est quelle est la puissance dégagée par cette centrale. Donné pour 127 MW, les tests d'endurance, je dis bien d'endurance, qui ont duré des semaines et des semaines, ont confirmé que cette centrale a produit et peut produire pendant des années 129,08 MW. Qui dit mieux? Notre registre, la salle FITEB de Cotonou a abrité ce jeudi une séance de reddition de comptes dans le domaine artistique et culturel. En effet, les super anges Rwandonamboua, de retour d'une tournée en Espagne où ils ont représenté le Bénin face à 8 autres pays, sont venus exposer les différents trophées qu'ils ont récoltés au cours de cette tournée. Eh bien, le point avec Frédéric Espoir Rumambou et Denis Huenayon Maroya. Ils étaient en tournée dans 5 villes de l'Espagne. Une tournée sous les couleurs du festival Folk del Mundo 2019. Pendant 35 jours, les super anges Rwandonamboua, sous la responsabilité de Alade Kofi Adolphe, ont fait une razzia des lauriers. Au terme de cette tournée, l'émotion était à son comble, même pour quelqu'un comme Kofi Adolphe Alade, du haut de sa quarantaine d'années sur scène. C'est avec la danse Satola que le jour-là, j'ai pleuré. C'est le drapeau du Bénin, avec l'hymne national du Bénin, qu'ils ont commencé pour nous annoncer le meilleur groupe de ce festival. De 10 000 spectateurs se sont levés en criant le nom du Bénin. J'étais content. Que de rythme, de danse, de chorégraphie
de spectacles et bien d'autres sous le libellé « Les tambours qui résonnent ». Toutes choses dont le compte-rendu artistique a été fait ici en miniature. Les présentes distinctions ramenées de l'Espagne par les super anges Rwandonamboua viennent réconforter le directeur du Fonds des arts de la culture qui reste disposé à soutenir, dit-il, les vrais artistes. Je serais allé que je ne pourrais pas remplacer 2 ou 3 personnes ici. Je ne suis pas allé, ils sont revenus avec des trophées. C'est ça qu'on devrait poursuivre. S'oublier un peu pour penser au pays. Des gens auraient souhaité être à la place d'Aladé, mais ça ne s'improvise pas, ça se mérite. Le FAC, désormais, est prêt à accompagner les artistes, mais les vrais. Les mots du ministre en charge de la culture sont pour la circonstance portés par son directeur de cabinet. Cette tournée européenne que vous avez effectuée avec l'appui du Fonds des arts et de la culture, témoigne de ce qu'avec de petits moyens, vous êtes capable de réaliser de grandes choses. Vous démontrez que le président de la République, M. Patrice Talon, et tout son gouvernement ont eu raison de placer la culture au cœur du programme d'action, de leur programme d'action, le Bénin révélé. À rappeler que la troupe Les Super Anges Rwandonamboua vient d'égrener 33 ans de vie et reste l'un des principaux vecteurs du patrimoine immatériel béninois à travers le monde entier. Culture, toujours dans cette édition, Carnot François Ongwelerinto et Fréjus Fiossi nous amènent à la découverte d'un art, la sculpture sur bois. Je suis en train de faire un porte-lunettes. C'est le début ça, je viens de commencer ça à peine. Donc avec le temps, vous voyez, vous allez voir ce que ça va donner tout à l'heure. Œuvre d'Atinkator, qui signifie littéralement tailleur de bois enfant, la sculpture sur bois est une technique qui consiste à façonner le bois. Œuvre purement artistique, elle peut se faire de 2 manières. Romain Amezonquin, sculpteur sur bois rencontré à l'atelier commun du centre de promotion de l'artisanat, nous en parle. La sculpture abstraite, c'est une sculpture, je pourrais encore le qualifier de filiforme. C'est une sculpture dont le regard n'est pas apparu, c'est la forme abstraite de la personne que tu vois. Ça, c'est une sculpture abstraite d'une femme africaine qui va au marché. Ça, c'est le début de la sculpture. D'une femme africaine, elle a un peu les hanches à l'africaine. D'ici peu, je vais sortir son bébé qui sera au dos et sortir les paniers sur la tête. Voilà la tête. Donc, ce n'est que le début, hein, c'est le début de la sculpture. Ça. Donc, ça, c'est la sculpture d'une femme africaine abstraite. La deuxième manière est là de réaliser des statues. C'est la sculpture statuette. Ça, c'est les statuettes. Vous voyez, c'est un homme. Ça représente un homme africain qui revient du champ avec son régime de noix de palme sur la tête, sa roue sur l'épaule et sa machette avec la corde qui lui a permis de grimper sur le palmier. Avant d'obtenir le produit artistique fini, il va falloir prendre par plusieurs étapes selon Kokou Sounouvou, collègue de Romain Amezonquin. Il y a plusieurs étapes. Là maintenant je vais faire au moins 10 minutes pour tailler. Et après je vais monter sur le taux pour râper. Et après il y aura aussi la finition. On commence avec attelé. C'est avec attelé qu'on donne la forme de ce qu'on veut tailler. Et après cette étape, vous montez sur le taux pour tailler. Il y a des ciseaux qui suivent. Les ciseaux sont derrière vous là. Après, on passe à la finition avec du papier vert. Et après, on met du surage pour le faire briller. La finesse des sculptures dépend des outils utilisés par les sculpteurs sur bois, lesquels outils sont perfectionnés au fil du temps et dont les coûts ne sont pas accessibles à tous. Certains nécessitent un besoin important en électricité, ce qui fait défaut à cet atelier. Aujourd'hui, il ne faudrait plus qu'on suive l'ancienne sculpture qu'avaient fait nos aînés. Il faut qu'on aille vers la modification. Aller vers la modification, il faut l'énergie électrique. Il faut avoir les outils électriques. Nous n'avons pas ces opportunités. C'est
une grande base pour un jeune sculpteur qui veut aller de l'avant dans la sculpture. Hormis ça, le bois. Nous avons des variétés de bois au Bénin. Mais nous sommes au sud. Moi, j'ai grandi au sud ici. Je ne maîtrise pas trop le nord, je ne maîtrise pas trop la brousse. Maintenant, s'il faut que j'aille à la recherche moi-même de ces bois, c'est la sculpture ou c'est l'art. Ça dit, il faut parfois aller à la recherche des bois, je ne sais pas comment est-ce que je vais les qualifier, des bois extraordinaires, des bois qui parlent. Ça dit, il faut de moyens, il faut permettre il faut que l'artiste ou l'artisan puisse avoir l'opportunité de sortir. Puisque c'est ça qui fait grandir un artiste ou un artisan. La difficulté majeure, c'est de comment faire pour persévérer dans le domaine et produire gros. Malgré ces difficultés évoquées par Romain Menzonquin, il estime que la sculpture sur bois est un métier qui peut bien nourrir son homme. Un artisan se dit qu'il ne vend pas, c'est signe qu'il ne produit pas de bonnes choses. Puisque l'art, ça se vend de lui-même. L'art se vend, l'art s'impose. Donc, de ce côté, si un artiste ne veut pas de mes ventes, je lui dirais donc, tu ne travailles pas, tu ne bosses pas. Moi, c'est mon choix et c'est ma vie. Peu importe ce que me dira l'autre, lui aussi, il met sa vie. Il peut être fonctionnaire d'État, il peut être banquier, il peut être consort. Il s'y plaît aussi dans son domaine. Moi, je me sens à l'aise dans la sculpture. Ouais. Donc, je n'entends pas les gens dire oh, non, ça, ce n'est pas mon problème. Devenu un enjeu économique parce que rapportant des devises grâce aux touristes, la sculpture sur bois est un métier à prendre au sérieux afin de le valoriser bien au-delà de nos frontières. En interactualité, Giuseppe Conte est reconduit à Rome. Le chef du gouvernement italien sortant a été reçu ce matin par le président de la République italienne, Sergio Mattarella. Il est chargé de former une nouvelle alliance gouvernementale avec le Parti démocrate et le mouvement 5 étoiles. Il souhaite un gouvernement plus solidaire et plus compétitif, suivant un extrait de sa déclaration. Le président de la République, Sergio Mattarella, que je remercie, m'a confié la responsabilité de créer une équipe gouvernementale. Une responsabilité que j'ai acceptée avec réserve. Aujourd'hui, il y a eu toutes les consultations avec les groupes parlementaires. Et après cette confrontation d'idées, je vais m'attacher à élaborer un programme avec les forces politiques qui ont exprimé leur souhait de faire ce projet politique et que je souhaite remercier. C'est une phase très compliquée pour notre pays. On doit sortir le plus vite possible de cette instabilité politique pour trouver une issue à la crise gouvernementale. Eh bien, avec cette nouvelle, le pays évite ainsi des législatives anticipées. Suivez. Le très populaire Giuseppe Conte, président du Conseil italien, restera à son poste. Condition sine qua non pour le mouvement 5 étoiles de Luigi Di Maio. Nous avons dit au président que nous avions conclu un accord avec le Parti démocratique qui permettrait à Conte d'être le prochain Premier ministre et d'essayer de former un gouvernement de longue durée. Son rôle nous donne l'assurance de la politique avec laquelle nous, en tant que mouvement 5 étoiles, voulons aller de l'avant. Nous avons exprimé au président de la République notre soutien à la tentative de créer un nouveau gouvernement avec une nouvelle majorité politique. Nous avons accepté la proposition du mouvement 5 étoiles d'indiquer, en tant que parti de la majorité relative, le nom du Premier ministre qui nous a été indiqué ces derniers jours. Cette coalition inédite, seule alternative à de nouvelles élections anticipées, est un revers pour Matteo Salvini, le chef de la Ligue. La vérité, c'est que 60 millions d'Italiens sont pris en otage par 100 parlementaires qui craignent de perdre leur siège. C'est la vérité. Il ne s'agit pas de démocratie, de changement, de révolution, d'environnement social, de redistribution. Il y a à peine 100 parlementaires s'accrochant à leur siège. Qui peut dire que c'est une démocratie? Ne vous étonnez pas si les gens disent « Pourquoi ai-je besoin de voter ?»
Un gouvernement né de la haine, de l'exclusion et de la fin d'un siège n'est pas un gouvernement capable de gérer les taux de natalité, les infrastructures, les séismes, les emplois publics, la sécurité, les routes et autoroutes, les écoles et les crèches. Nous espérons donc que ceux qui ont la possibilité de choisir le feront dans l'intérêt du pays. Le 8 août dernier, le ministre de l'Intérieur sortant avait fait exploser la coalition formée entre la Ligue et le mouvement 5 étoiles après un an de cohabitation. Désormais, cette nouvelle alliance va devoir trouver un accord sur les ministères clés et un programme de gouvernement. Son entrée en fonction interviendra dans les prochains jours. Et le journaliste de RIA Novosti, Kirill Vyshensky, a été mis sous liberté conditionnée par la justice ukrainienne alors que l'échange de prisonniers entre Moscou et Kiev a été annulé selon les avocats de certains détenus. Suivez plutôt. Le combat de Kirill Vyshensky n'est pas terminé. Pas encore innocenté par la justice ukrainienne, le journaliste veut prouver que les accusations qui pèsent contre lui sont infondées. Je n'ai ni l'intention judiciaire ni factuelle de me cacher. Comme je l'ai dit le premier jour de ma détention et après mon arrestation, les charges retenues contre moi sont tellement infondées et absurdes qu'il est dans mon intérêt d'étudier le dossier et d'en prouver l'absurdité. Le 15 mai 2018, Kirill Vyshensky est arrêté par le service de sécurité intérieure ukrainien. Le directeur de l'agence de presse russe RIA Novosti en Ukraine est accusé de recevoir de l'argent depuis la Russie pour discréditer l'armée ukrainienne. Il y a un journaliste, son nom est Vyshensky. Il n'a pas traversé le détroit de Kerch malgré toutes les normes et règles. Il n'a touché personne, il n'a rien interdit à personne. Il a juste écrit des rapports et pour ses écrits de Kiev, il a été accusé de trahison. En juillet dernier, l'Ukraine avait fait un premier pas en proposant un échange de prisonniers. L'objectif était d'échanger Vyshensky contre le réalisateur Oleg Sentsov, emprisonné en Russie depuis 2014. Une proposition refusée par Kirill Vyshensky lui-même, ce dernier estimant être victime d'une persécution politique. Finalement, la justice ukrainienne a choisi de libérer le journaliste sans contrepartie de Moscou. Une décision que salue Maria Zakharova, porte-parole de la diplomatie russe. Par suite de la modification de la mesure préventive et la considérons comme un premier pas vers la restauration de la justice à l'égard du journaliste russe. Nous espérons que Kirill Vyshensky sera disculpé rapidement et complètement de toutes les accusations fabriquées et espérons que cet exemple servira de point de départ pour remédier à la situation critique concernant le respect des droits des médias et des journalistes en Ukraine. Après plus de 15 mois de détention, Kirill Vyshensky est donc libre en attendant son procès. Il s'est toutefois engagé à être présent à chaque convocation de la justice ukrainienne. Enfin, le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, est en visite en Allemagne. Objectif, discuter d'une solution à deux États pour mettre fin au conflit israélo-palestinien. À notre avis, la paix ne peut être réalisée que par la solution des deux États en tenant compte des accords internationaux. C'est l'objectif, mais c'est un objectif de plus en plus difficile à atteindre. En plus des questions politiques, nous débattons de la situation du peuple palestinien qui a le droit de vivre dans des conditions sociales et économiques décentes. Le développement économique est important et l'Allemagne y travaille. Nous sommes le deuxième contributeur des territoires palestiniens avec un don d'environ 110 millions d'euros. L'année dernière, 50% de cet argent a été affecté à des projets que nous menons avec les autorités palestiniennes. Je vous confirme l'importance du rôle que l'Allemagne joue dans le maintien de la paix et de la sécurité au Moyen-Orient. Nous croyons que la chancelière Merkel a consenti des efforts considérables pour créer une coopération collective et un équilibre, plutôt que des solutions unilatérales qui conduisent à un renforcement de la paix internationale et la sécurité. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Agréable soirée chez vous.